Bonjour à tous et bienvenue à la session Communication en sécurité routière, comment rejoindre les différents publics. Mon nom est Alexandre Nollet, je suis le président sortant de l'ACP SER et ingénieur en sécurité routière au groupe TNS. Je serai le modérateur pour cette session. Je voudrais mentionner quelques éléments avant de débuter les présentations. Cette session se fera en français. Il y a un service de traduction simultanée qui est disponible en cliquant sur l'icône, la petite sphère au bas de votre écran. Veuillez ignorer l'option de sélection de langage sur la plateforme Feedloop. Et puis, nous vous demandons d'utiliser le bouton Q&A au bas de l'écran du vidéo pour poser des questions. Le chat box sous la vidéo ou dans Feedloop ne sera pas utilisé. Donc, durant la conférence, nous vous encourageons de faire des publications sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag CARSPRI 2021. Toutes les publications apparaîtront sur la section réseaux sociaux sur la plateforme de la conférence. Donc, la période de questions aura lieu à la suite des 3 présentations. Donc, pour cette session, nous aurons 3 présentations. Donc, à défaut de pouvoir voyager ces temps-ci, cette session va vous transporter de la ville de Québec à la France. Donc, la première présentation sera donnée par Mme Catherine Brassard, qui est conseillère en communication à la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, je te laisse la parole, Catherine. Merci beaucoup pour la belle introduction. Effectivement, je m'appelle Catherine Brassard, je suis conseillère en communication pour la Société de l'assurance automobile du Québec. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des défis, des enjeux qu'on rencontre au quotidien dans nos efforts de sensibilisation pour améliorer le bilan routier. Donc, juste en introduction, quelques mots sur la société. On est un assureur public. Donc, on assure les personnes contre les dommages, les risques liés à l'usage de la route. Et on couvre tous les citoyens du Québec, qu'ils soient responsables ou non de l'accident, qu'ils soient au Québec ou n'importe où ailleurs dans le monde. Quelques chiffres qui datent de 2020, juste pour vous donner un peu un portrait là, du territoire québécois. Donc, les titulaires de permis de conduire, 5,5 millions contre 6,8 millions de véhicules immatriculés. Et même si l'année 2020 n'a pas été représentative là, pour un paquet de raisons, mais grosso modo, au niveau du bilan routier, 340 décès, 1165 blessés graves et près de 23 000 blessés légers pour l'année 2020. Je vous présente un petit tableau, j'espère que vous le voyez bien, mais c'est vraiment intéressant. La ligne rouge, en fait, représente le nombre de décès qu'on a eu liés à la route, évidemment, entre 1973 et 2019. Donc, on peut voir la grande amélioration du bilan routier à travers les années, et puis la croisée avec le nombre de titulaires de permis qui est représenté par la ligne bleue foncée, et le nombre de véhicules en circulation qui est la ligne bleu pâle. Donc, grosso modo, le bilan routier a eu l'air de ça dans les dernières années. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que depuis l'année 2014, on a atteint un certain plateau en ce qui a trait aux gains qu'on est capable de faire en sécurité routière au niveau des décès. C'est pourquoi, pour les 3 prochaines années, la Société s'est dotée d'une stratégie de prévention en sécurité routière qui vise vraiment à aller cibler les 6 thématiques de sécurité routière qui ont le plus important potentiel d'amélioration du bilan. Donc, pour les 3 prochaines années, on va se concentrer sur 6 thématiques de sécurité routière pour aller vraiment taper sur le clou des thématiques qui ont le meilleur potentiel d'amélioration du bilan routier et c'est une nouvelle stratégie qu'on essaie d'utiliser pour aller chercher une autre façon d'améliorer notre bilan. Parce que, comme on le voit, évidemment, plus les chiffres rapetissent, plus c'est difficile d'aller faire des gains. Mais on a bon espoir que c'est encore possible. Donc, c'est notre plan de match pour les prochaines années.
Un petit mot sur les piliers du marketing social aussi. Je trouvais ça intéressant en introduction. Donc, évidemment, tout ce qui est sensibilisation, donc à notre niveau, les campagnes de sécurité routière qu'on fait, mais aussi tout ce qui est fait par nos partenaires sur le réseau, les partenariats de sécurité routière qu'on peut développer, qui vont aller travailler les comportements routiers, essayer de convaincre les gens d'adopter des bonnes pratiques de sécurité routière. On ajoute à ça le volet législatif qui n'est pas décidé par nous, mais on peut quand même faire des recommandations de changement de loi pour aller travailler la façon dont les gens vont se déplacer sur le réseau routier. On peut penser, par exemple, à la limite maximale de consommation d'alcool pour conduire un véhicule ou les amendes reliées à différents comportements de sécurité routière. Et finalement, le contrôle qui représente en fait toute l'action des partenaires policiers sur le terrain. Donc, ces trois volets-là travaillent en vase communicant pour aller travailler nos aspects de sécurité routière. Quand je dis que ça travaille en vase communicant, c'est vraiment que ça prend un peu des trois pour aller être efficace sur le terrain. Donc, la sensibilisation toute seule ne fonctionne pas parce que plusieurs ils sont imperméables. La législation à elle seule change pas les comportements non plus parce que certains ne respectent pas les lois, malgré qu'on voit quand même que quand on rend une mesure obligatoire, mais on a aussitôt une proportion importante de la population qui va aller la respecter. Mais quand même, ça prend aussi l'aspect du contrôle qui, en soi, ne fonctionne pas tout seul non plus parce que plusieurs ont une faible perception de leur risque d'être arrêtés sur le réseau. Donc, c'est vraiment un heureux mélange de ces trois volets-là qu'on va aller travailler pour aller chercher l'adoption des bons comportements sur le réseau. Juste un petit mot sur la théorie du comportement planifié. Je ne veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus nécessairement, mais c'est le modèle de changement de comportement qu'on utilise à la société. Il en existe plein, mais c'est celui que nous, on utilise. Tout ce qui est dans la colonne de gauche, c'est des choses qu'on va aller chercher avec des sondages. Donc, si on prend par exemple l'exemple de la vitesse au volant, les attitudes et les croyances envers le comportement. Est-ce que les gens considèrent que c'est important de respecter les limites de vitesse? La norme sociale perçue, est-ce que dans l'environnement des gens, est-ce qu'ils considèrent que respecter les limites de vitesse, c'est quelque chose d'important qu'il faut mettre en place là, dans le quotidien? Donc, vraiment, l'attitude de la personne envers le problème, l'attitude de l'entourage de cette personne-là envers le problème, et puis finalement, la perception du contrôle sur le comportement. Donc, est-ce que les gens considèrent que c'est à leur portée de respecter les limites de vitesse? Tous ces éléments-là vont aller créer une intention de changer le comportement qui, à leur tour, va se transformer en action concrète. Donc, ce que je voulais surtout qu'on ressorte là, de la théorie du comportement planifié, c'est que c'est quelque chose qui se travaille sur des années. C'est un long processus avec plusieurs étapes. Donc, ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est important parce que c'est pas quelque chose qu'on règle en une année. C'est aussi pour ça qu'on traite des mêmes thématiques de sécurité routière souvent année après année parce que le changement de comportement, c'est quelque chose qui demande du temps. Juste un petit mot aussi sur le marketing social versus commercial. Évidemment, c'est un enjeu pour nous parce que en marketing social, on veut faire prendre conscience d'éléments complexes. On veut aller chercher une adhésion sans avoir un résultat immédiat. Donc, si on fait un peu le parallèle avec le marketing commercial, si on essaie de vendre une auto, évidemment, on a le plaisir immédiat d'avoir acheté son auto, de pouvoir en profiter, de l'apprécier, tandis que nous, en marketing social, on va aller exiger une privation, donc, par exemple, d'adapter sa conduite sur un chantier routier. Donc, c'est un enjeu complexe sans gratification immédiate. Donc, c'est certain que c'est un peu pour ça aussi que c'est plus compliqué peut-être un peu faire le marketing social. C'est pour ça aussi, comme je le disais, que on a travaillé les thématiques sur plusieurs années. Donc, si on pense alcool au volant, depuis les années 80, on fait des campagnes sur l'alcool au volant parce que c'est ça, le changement de comportement prend du temps. La vitesse est arrivée dans les années 90. Plus récemment, dans les années 2010, on a commencé à faire des campagnes sur le texto, le cannabis avant sa légalisation. Donc, c'est des thématiques qui demandent de la patience et de la persévérance dans le temps pour aller chercher un changement de comportement qui est souhaité.
Peut-être un mot aussi, revenir sur la stratégie de prévention. J'en ai parlé un peu en introduction pour les années 2021-2023. Donc, 6 thématiques de sécurité routière qui vont vraiment faire l'objet de notre attention en campagne de sensibilisation de masse. Donc, les facultés affaiblies, la fatigue au volant, le partage de la route, les comportements imprudents, la vitesse au volant. La distraction, c'est pas mal ces thématiques-là. La stratégie est disponible dans notre kiosque de l'événement d'aujourd'hui, mais aussi sur le site web de la Société. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, il n'y aura pas de problème, là, vous pouvez les poser. L'objectif, c'est pas de garder toujours la même approche puis la même thématique de sécurité routière. Évidemment, on peut varier le ton, on peut varier les approches, on peut varier, mais c'est juste qu'on veut vraiment se concentrer sur ces 6 thématiques-là qui ont le meilleur potentiel d'amélioration du bilan pour les prochaines années. Les défis qu'on rencontre dans nos efforts de sensibilisation, évidemment, diffuser des messages simples pour des problèmes complexes. Souvent, les enjeux sont émotifs et polarisants. Aussi, on le voit beaucoup avec les médias sociaux où le retour est beaucoup plus facile à faire. Il faut se concentrer pour essayer de garder le débat autour de la sécurité routière et pas c'est ça, d'amener le débat ailleurs parce que les enjeux sont polarisants et sont émotifs souvent. On peut penser au partage de la route, on peut penser à la ceinture de sécurité. C'est des choses qui viennent chercher les gens, puis nous, il faut se mettre beaucoup d'efforts pour ramener la discussion, tout ça sur le thème de la sécurité routière. La prolifération des médias, des plateformes de diffusion, la segmentation des habitudes de consommation, on le sait, de plus en plus, il y a énormément de plateformes de diffusion. Nos clientèles cibles sont segmentées sur l'ensemble de ces plateformes-là. On fait beaucoup d'efforts avec notre agence de placement média pour aller en fait, faire des produits qui vont être segmentés autant que notre cible. En fait, là, si notre cible est très large, on va aller souvent essayer de réaliser des produits qui vont aller rejoindre spécifiquement différentes strates de notre clientèle cible pour aller vraiment parler de la bonne façon aux bonnes personnes et espérer avoir l'identification au problème qui va amener le changement de comportement à terme. Donc, vraiment beaucoup d'efforts qui sont faits de notre côté pour aller aussi équilibrer les budgets dans le sens que si on produit différents produits de communication, nécessairement, c'est du budget qui n'ira pas en diffusion. Donc, il faut aller équilibrer tout ça pour essayer d'aller rejoindre la cible là, de la façon la plus précise possible. Attirer l'attention de la population sur nos produits parce qu'évidemment, si on pense aux campagnes de facultés affaiblies qu'on fait depuis les années 80, on n'a pas nécessairement toujours de la nouveauté aussi à mettre de l'avant. Donc, il faut trouver des nouvelles façons d'aborder ces sujets-là qui reviennent année après année avec des clientèles qui sont de plus en plus difficiles à impressionner. Donc, il faut essayer d'aller tirer notre épingle du jeu là, de ce côté-là pour aller attirer l'attention, non seulement de la bonne façon selon la segmentation des habitudes de consommation, mais aussi c'est ça, de tirer notre épingle du jeu pour aller attirer l'attention des clientèles cibles sur les enjeux qui sont les plus importants pour eux. Finalement, la multiplication des comportements à risque, ben, si on pense justement encore il y a quelques années, on ne parlait pas nécessairement du cannabis, on ne parlait pas nécessairement du texto au volant. Donc, avec le temps, on a de plus en plus de thématiques de sécurité routière à adresser avec un budget qui est sensiblement le même. Donc, c'est un peu avec tout ça qu'on jongle là, pour aller faire nos campagnes de sécurité routière. Les pistes de solutions qu'on met de l'avant, évidemment, continuer d'oser, d'innover, de saisir les opportunités. J'en ai parlé un peu qu'on essaie vraiment de trouver des nouvelles façons d'aborder des enjeux qui reviennent année après année. On essaie de s'adapter aussi, de rester agile. On sait qu'en 2020, tout le monde a eu à revoir un peu sa planification. On n'a pas fait bande à part là-dessus. Nous aussi, il a fallu se repositionner. Mais aussi, on essaie de rester agile dans le sens que si en temps réel, on voit une augmentation d'un certain type d'accidents pour une certaine clientèle cible, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller travailler ça rapidement? Donc, on essaie vraiment de travailler les bons enjeux en temps réel. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire beaucoup.
et puis agir au moment opportun. Donc, on fait quand même une planification sur l'année de façon concertée avec nos partenaires, dans le sens que si les policiers sont sur le terrain pour aller parler de facultés affaiblies à une certaine période, est-ce que nous, on peut s'arranger pour être en campagne nationale au même moment, pour aller renforcer ce message-là, aller aussi concerter les messages qui sont donnés par nos partenaires sur le terrain pour avoir vraiment une meilleure résonance auprès de nos clientèles cibles. Et puis, évidemment, répéter sur le long terme. J'en ai parlé, mais il faut vraiment s'assurer de demeurer présent comme enjeu social la sécurité routière parce qu'on le voit. Si pendant quelques années, on ne fait pas de campagne sur une certaine thématique, dans les sondages après, quand on pose la question est-ce que c'est un enjeu de sécurité routière, ça ressort moins. Donc, il faut vraiment, malgré que c'est ça, bon, on a des thématiques de sécurité routière qu'on met toujours de l'avant, mais puis des budgets qui sont quand même limités. Mais il faut s'assurer de demeurer présent là, le plus possible dans l'esprit des gens. Orientation de nos campagnes, sur quoi on se base, en fait, là, évidemment, il n'y a pas de carte blanche qui sont données à nos agences, il n'y a pas de formule toute faite. Toutes les fois, on revoit vraiment notre planification. On se base majoritairement sur une analyse fine des données qui sont à notre disposition. On en a beaucoup. Le bilan routier, les sondages qui sont faits sur, entre autres, comme je disais au début, le consensus social, où est-ce que, tu sais, c'est quoi l'opinion des gens sur une thématique, c'est quoi la norme un peu sur cette thématique-là, des indicateurs de performance de nos campagnes précédentes, entre autres, facultés affaiblies, on a des années de données de disponibles là-dessus, donc on se fie évidemment à ça, les orientations des plans d'action, comme les plans d'action qui sont faits dans le cadre de la stratégie de sécurité routière, il y a des analyses statistiques qui sont faites là-dessus pour voir c'est qui la clientèle cible, c'est qui la clientèle qui est le plus ciblée qui est le plus concernée par cette thématique de sécurité routière-là, sur quel type de route ces accidents-là se passent majoritairement. Donc, on a vraiment beaucoup d'informations par rapport à ça qui nous servent à aller développer nos stratégies. Ça va être quoi nos objectifs par rapport à cette thématique-là? Est-ce qu'on est en sensibilisation? Est-ce qu'on est davantage en information? Nos clientèles cibles, où est-ce qu'elles sont en fonction notamment des habitudes de consommation média? Est-ce qu'on va être en masse? Est-ce qu'on va être ciblé? Parce que oui, on a nos 6 thématiques là, principales, mais ça ne nous empêche pas quand même de faire de la sensibilisation sur d'autres thématiques de sécurité routière qui sont tout aussi importantes. Puis tout ça, ça va déterminer aussi les formats publicitaires qu'on va mettre de l'avant, le ton qu'on va mettre de l'avant, l'approche qu'on va choisir pour cette thématique-là. On se base aussi beaucoup sur les expériences étrangères parce que notamment, grosso modo, à travers le monde, on a beaucoup les mêmes thématiques de sécurité routière, donc on trouve ça vraiment inspirant d'aller voir qu'est-ce qui est fait ailleurs aussi, qu'est-ce qui est fait ailleurs par rapport à cette thématique-là. Et puis, si je reviens à ma présentation. Oh, un instant. Je suis pas là. OK, voilà. Juste pour terminer, je voulais vous donner quelques exemples de tu sais, quand je vous dis, on essaie de trouver des façons différentes d'aborder des thématiques de sécurité routière. Ça se découle vraiment en plusieurs types de produits. Je vous ai mis quelques images d'exemples de ce qu'on a fait dans les dernières années. À gauche, c'est une vidéo médias sociaux qui a été produite en 2019, qui était de la sensibilisation au passage piéton. Donc, c'était les lignes de passage piéton qui se soulevaient devant les automobilistes qui passaient pour montrer que les passages pour piétons fonctionnaient un peu comme des barrières qui allaient protéger les piétons. Donc, c'était vraiment un élément de surprise pour les conducteurs d'aller voir les panneaux se relever, puis les sensibiliser à l'importance de s'arrêter là, au passage pour piétons. En haut, c'est une autre vidéo médias sociaux qui a été diffusée l'année dernière, qui était sur la vitesse en zone scolaire. Donc, on avait des écoliers avec des panneaux radars de vitesse en sac à dos qui montraient vraiment à quelle vitesse les gens roulaient en zone scolaire. Donc, ça a marqué l'imaginaire aussi beaucoup. Juste en bas, on a une capture d'écran de vidéo qu'on a faite en collaboration avec l'École nationale de l'humour au Québec pour aller sensibiliser la clientèle qui est plus jeune à différents enjeux de sécurité routière. Donc ça avait bien fonctionné aussi. Mais on développe aussi des partenariats médias. Entre autres, on en a fait un cette année pour aller sensibiliser les familles à l'importance de planifier des pauses pour éviter la fatigue au volant. Donc, on a fait ça cette année. On fait aussi du marketing d'influence.
Dépendamment des thématiques aussi, souvent de la micro-influence. Je pense entre autres à la ceinture de sécurité ou, non, c'est pas vrai, à siège d'auto. Ou aussi, on a des messages de sensibilisation vraiment jeunesse. Donc, on a fait des collaborations avec des professeurs pour aller diffuser de l'information vraiment aux jeunes dans les écoles. Donc, ça a été fait aussi. Sinon, on a fait des tapis d'angle mort aussi par rapport à la sécurité en présence de véhicules lourds. Souvent, quand on n'est jamais entré dans un véhicule lourd, on ne sait pas vraiment les angles morts sont où, qu'est-ce que ça voit, comment ça se déplace, combien de temps ça prend avant de s'arrêter, tout ça. Et ça, c'est des causes d'accidents qui sont évitables, qui sont importantes. Donc, on a fait des tapis pour aller illustrer aux gens à quel point les angles morts autour de ces véhicules-là sont importants. On a fait aussi, peut-être dernière chose qui me vient en tête, des réalités virtuelles, des vidéos de réalité virtuelle qu'on a évidemment moins utilisées en 2020, là, étant donné la pandémie. Mais on a fait deux vidéos de réalité virtuelle, entre autres, justement par rapport aux véhicules lourds, pour montrer aux gens, si tu es au volant d'un véhicule lourd, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois pas, combien de temps ça te prend pour s'arrêter, tout ça. Donc, c'est juste quelques exemples qui me viennent en tête de moyens différents qu'on essaie d'utiliser pour aller traiter nos thématiques de sécurité routière, sensibiliser les clientèles où est-ce qu'elles sont, et puis d'aller vulgariser des enjeux complexes. C'est ça que je voulais apporter. Justement, si on peut passer beaucoup de temps à expliquer un peu c'est quoi la distance de freinage des véhicules lourds, mais si on peut le montrer concrètement avec des lunettes de réalité virtuelle, c'est certain que pourquoi pas, ça irait vraiment imager quelque chose qui est assez difficile à réaliser là, si on n'a pas le visuel qui vient avec. Donc, Alex, je ne sais pas si ça te convient, je m'arrêterai ici. Peut-être qu'on pourra en parler plus en panel après. Mais pour l'instant, comme ça, j'arrêterai ma présentation, puis je te laisserai peut-être passer à l'autre. Oui, merci beaucoup, Catherine. Excellente présentation. Je vais juste rappeler que, en fait, les questions, la période de questions va être après les 3 présentations, et puis d'utiliser l'icône Q&A au bas de l'écran du vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser immédiatement ou attendre à la période de questions. Donc, la deuxième présentation sera donnée par Mme Pénélope Daigneault, qui est professeure de communication à l'Université Laval. Malheureusement, elle ne pourrait pas être présente. Elle ne pourra pas être présente pour faire sa présentation, mais elle a pris le temps d'enregistrer une vidéo. Donc, la prochaine présentation sera préenregistrée. Donc, voilà. Bonjour, je m'appelle Pénélope Daigneault, je suis professeure de communication à l'Université Laval et je ne vais malheureusement pas être avec vous aujourd'hui, raison pour laquelle j'ai enregistré ma présentation qui s'intitule « Segmenter pour mieux évaluer et communiquer en sécurité routière ». Alors, mon exposé s'inscrit dans ce qu'on appelle une approche de marketing social. En gros, c'est le marketing social, c'est l'utilisation des mêmes principes, des mêmes techniques issues du marketing commercial, mais pour influencer des comportements individuels qui, ultimement, se répercutent à l'échelle sociétale. On va donc viser un public cible, des conducteurs téméraires, par exemple, qui a des comportements à risque ou considérés comme socialement acceptables pour que ce public cible-là modifie et ultimement abandonne un comportement jugé à risque. D'abord utilisé en santé publique, le marketing social a depuis ce temps-là investi beaucoup d'autres domaines d'intervention, dont la sécurité routière, et les démonstrations de son efficacité pour influencer des comportements, changer des comportements, sont nombreuses, au point où aujourd'hui, il n'est pas hasardeux d'affirmer que le marketing social est l'un des principaux leviers du changement social. Le principal outil communicationnel du marketing social, c'est la publicité sociale. Et sous le chapeau de publicité sociale, il y a tous les messages de prévention, de sensibilisation,
d'éducation. Et le Québec ne fait pas exception à la tendance à recourir à la publicité sociale pour conscientiser à un problème particulier. Même que, comparativement à d'autres sociétés, le Québec pourrait être considéré comme un chef de file, comme en témoignent les nombreuses campagnes sociales qui se sont succédées depuis plus de 3 décennies, particulièrement en sécurité routière, dont certaines marquent encore même l'imaginaire collectif. Dans l'arsenal des stratégies persuasives qui sont souvent utilisées en publicité sociale et plus particulièrement en sécurité routière, il y a l'appel à la peur qui est la plus populaire, même si son efficacité là, fait pas de consensus. L'appel à la peur peut reposer sur une représentation allant de la représentation d'une menace qui va une représentation la plus symbolique à la plus hyper réaliste. Par exemple, la représentation de la mort. Et un des défis majeurs du marketing social, c'est vraiment de choisir une stratégie qui est adaptée au public cible pour engendrer un changement de comportement, le changement de comportement qui est souhaité. Par exemple, ne pas texter au volant, ne pas conduire d'ébriété, etc. Évidemment que les comportements et les publics ciblés par le marketing social sont trop variés pour pouvoir être soumis aux mêmes modalités de fonctionnement, à la même stratégie. Pour un comportement de risque, par exemple l'alcool au volant, on peut identifier les raisons de l'adopter, des freins au changement de comportement, on peut identifier un profil d'individu de conducteur complètement différent que pour un autre comportement. Le développement d'une campagne de communication, de publicité sociale va reposer sur plusieurs choix. D'abord, celui du comportement qu'on veut promouvoir, celui qu'on veut contrer, le choix des objectifs de la campagne. Est-ce qu'on veut augmenter les connaissances? Est-ce qu'on veut changer des fausses croyances? Est-ce qu'on veut augmenter le pourcentage de la population qui adopte un comportement X? Il y a le choix du public à cibler aussi, celui des leviers au changement sur lesquels s'établir. Est-ce qu'on va s'établir sur des normes sociales positives, sur un changement de croyance? Le choix de la source du message pour endosser le message. Donc, ça implique d'identifier les meilleurs messagers ou porte-parole pour ceux qui sont considérés comme étant les plus crédibles pour et par le public. Il y a aussi le choix de la stratégie créative, le message lui-même. Qu'est-ce qu'on veut que le public sache, pense, ressente? Quel ton on va lui livrer? Est-ce que ça va être sur un ton humoristique, un appel à la peur, un ton empathique? Et il y a la facture aussi du message, la facture visuelle, par exemple. Et évidemment, il faut choisir les canaux de diffusion, les canaux de communication via lesquels seront transmis les messages. Alors, comment on fait pour optimiser ou faire les meilleurs choix pour optimiser l'efficacité d'une campagne de marketing social? Je vous parle déjà d'évaluation, un processus qu'on attribue à la fin d'une campagne pour introduire un type d'évaluation ou un type de recherche qu'on fait avant l'élaboration d'une campagne et qui sert en fait à faire les meilleurs choix, à choisir les meilleurs éléments de ce qu'on appelle le marketing mix, compte tenu de la problématique en cause, compte tenu du contexte dans lequel l'outil se constitue. C'est un contexte urbain, rural, compte tenu de type d'infrastructures disponibles, etc. Alors, à travers ce qu'on appelle la recherche ou l'évaluation formative, on tente principalement de répondre à la question qu'est-ce qu'on devrait faire et comment le public cible voit-il la problématique. L'évaluation formative, elle est reconnue comme étant un des facteurs déterminants du succès des campagnes de communication. Alors, en plus de permettre d'identifier les éléments du meilleur marketing, l'évaluation formative mène à une compréhension approfondie des cibles en permettant d'identifier les freins, les barrières, les leviers au changement de comportement. Évidemment qu'une intervention qui est ciblée est beaucoup plus susceptible d'impliquer les gens concernés
une approche qui est destinée à une population considérée comme une masse homogène. Il n'y a pas de one size fits all, il n'y a pas de message qui fonctionne pour tout le monde. L'importance de connaître le public cible. À cet effet-là, les études de segmentation sont particulièrement pertinentes, puis elles constituent une large part de l'évaluation formative. Donc, c'est quoi une segmentation? C'est un processus via lequel on va identifier, on mène généralement l'enquête par sondage, et on va identifier des groupes qui partagent des caractéristiques communes, donc des caractéristiques qui peuvent être de l'ordre socio-démographique, donc l'âge, le sexe, la région, etc., qui peuvent être de l'ordre des croyances, comportements, valeurs partagées. Et donc, on va les diviser ensuite en sous-groupes, sous-segments, en fonction de ces caractéristiques communes-là, de manière à ensuite pouvoir les cibler à partir de adapter à chacun des sous-groupes. Il y a différents types de segmentation. Là, je vous en présente trois. En fait, la segmentation basée sur des variables sociodémographiques. Et en fait, la plupart des études de segmentation, tout type de sont basées sur les traditionnelles variables que sont le sexe, l'âge, l'éducation, la génération d'appartenance, etc. Qui, en fait, limite la possibilité d'avoir une compréhension vraiment approfondie de la population basée sur, par exemple, la connaissance de leur façon de penser, leur façon d'agir. Alors, ces variables-là, sociodémographiques, sont souvent utilisées notamment parce que sont plus faciles à mesurer, sont facilement accessibles que des variables liées à des attitudes de comportement, des traits de personnalité. Mais aussi parce que certaines d'entre elles, dont l'âge, par exemple, sont de bons prédicteurs de l'adoption de certains comportements, notamment dans le domaine de la conduite automobile. Alors ici, on a une campagne basée sur deux variables sociodémographiques qui sont l'âge, les conducteurs adolescents, et le sexe. Donc, on parle ici de conducteurs mâles qui ont plus de risques de faire un accident. Le deuxième type de segmentation, c'est la segmentation qui divise la population en fonction de variables géographiques. Évidemment, dans une étude de segmentation, on peut utiliser plusieurs types de variables. Les variables géographiques, comportementales, notamment un type de variable, mais parfois c'est deux. Alors, dans les variables géographiques, ici, on parle de le continent, le pays, l'État, la province, la région, la ville, le climat aussi. Donc, les campagnes au Québec, les campagnes qui sont conduites depuis plusieurs années au Québec, c'est un bon exemple de campagne qui vise une variable géographique qui est le climat. Pour certaines problématiques, la population va se distinguer beaucoup plus au regard de variables qu'on appelle psychographiques au regard de caractéristiques socio-démographiques. C'est le cas pour exemple des comportements pro-environnementaux. C'est le cas pour d'autres comportements aussi. Quand on parle de variables psychographiques, on réfère à des attitudes, des intérêts, des valeurs, la classe sociale, le style de vie, des croyances, etc. Ici, je donne l'exemple d'un type de personnalité à partir duquel on a parfois segmenté la population, particulièrement de personnalité qu'on appelle la recherche de sensations. En anglais, on dit le sensation seeking. C'est une personnalité qui est particulièrement pertinent à utiliser pour segmenter une population de candidats. Les gens qui sortent haut, en fait, sur l'échelle psychologique, la recherche de sensations, sont des adeptes de sensations fortes. Donc, ce trait et par conséquent, sont des gens qui ont plus tendance à prendre des risques, y incluant des risques sur la route. Alors, ce trait-là va se définir en fonction de quatre principales il va y avoir la recherche d'expériences nouvelles, la recherche de sensations, notamment à travers la conduite automobile, un rejet des inhibitions, une recherche d'aventure, d'excitation, une sensibilité aussi à l'ennui. Donc, tout ça fait que c'est souvent des individus qui constituent le public cible
motiver plus à faire la question de comportement, une conduite plus responsable. Alors, pour les rejoindre, ces gens-là qui ont ce parcours qui est très, très particulier, il faut comprendre, en les impliquant dans la recherche, ici dans la recherche, comment on fait contrepoids à leur prétention au goût et au goût. Il ne s'agit pas seulement de leur dire de ne pas prendre de risques, mais de leur présenter ce qu'ils gagnent en évitant de prendre des risques, par exemple. Il faut savoir comment, à quel moment leur faire le plus d'évaluation formative importante. Il y a d'autres traits de personnalité pertinents à explorer aussi dans les études de communication. Développer des campagnes ciblées à un public cible qui se distingue en fonction là, de traits d'introversion, extraversion, l'agréabilité, exploiter dans les études de segmentation. C'est intéressant d'explorer le développement de campagnes en sécurité routière. Le dernier type de variable qui peut être utilisé, je présenterai 3 types de segmentation, mais en fait, il y en a 4. Les variables comportementales qui peuvent aussi servir de base de segmentation, par exemple, le niveau de consommation d'alcool peut être utilisé en autre variable pour segmenter une population dans le cadre d'un développement. On peut aussi partir de modèles théoriques de changement de comportement et identifier ces modèles-là. C'est pas les variables qui prédisent le mieux un comportement. Parmi ces variables-là, il y a ce qu'on appelle l'intention comportementale. Avoir l'intention de faire, ou plus ou moins l'intention de faire un comportement responsable, exemple, pas toxique ou volant. Donc, on va demander aux gens dans quelle mesure et à quelle fréquence ils ont l'intention de se conformer à un comportement routier responsable. Et segmenter les gens ou la population en fonction du degré d'intention comportementale, puis d'identifier dans chaque profil des conducteurs les attitudes, les croyances, les normes perçues sur lesquelles établir, bâtir une stratégie de communication adaptée. Alors, pour un segment donné, ce qui va nuire à l'intention d'un comportement responsable, ça va être, par exemple, la crainte d'être perçu par son entourage comme étant pas suffisamment en contrôle ou pas suffisamment viril, alors que pour d'autres, ça va être une autre crainte, une autre raison. L'intérêt de viser ce type d'évaluation-là pour identifier les leviers de changement-là, de partir de ces leviers-là et les transposer en stratégie de communication. Parmi les modèles de changement de comportement qui sont souvent utilisés en marketing social, les modèles des stades du comportement qui en fait définit le processus de changement de comportement de 5, parfois 6 principales étapes. Les étapes vont de la contemplation, donc on n'a pas vraiment encore conscience qu'il y a un danger à adopter telle pratique, jusqu'à maintien du comportement responsable. Donc, j'ai adopté le comportement, par exemple, j'ai installé une application mobile qui bloque les appels des textos entrants pendant que je conduis. Ça fait plusieurs mois que je l'ai fait, puis là, je suis en phase de savoir où les gens se situent par rapport à un comportement donné sur l'échelle des stades de comportement. On peut ensuite cibler un stade, exemple le stade de préparation. Si on veut augmenter le nombre d'utilisateurs de l'appli en question, le d'appel, on pourrait cibler les conducteurs qui en sont au stade de préparation. C'est-à-dire ceux qui se préparent à changer leur comportement, ne plus utiliser leur cellulaire pour conduire. Puis, dans cette phase-là, qui élabore un plan d'action, peut-être que je pourrais installer une appli, mais qui ont encore quelques difficultés à passer à l'action. Donc, en ciblant ce segment-là, on peut mieux trouver comment faire passer au stade suivant. On ne ciblera pas l'ensemble de la population. On cible un stade, puis ça va permettre de mieux l'influencer, finalement. Finalement, le fait d'évaluation en
amont du développement d'une campagne, ça permet non seulement d'identifier, comme je le disais, les meilleurs leviers au changement pour différents profils et différents individus, mais ça facilite aussi le processus d'évaluation sommative, c'est-à-dire une fois la campagne terminée. Malheureusement, le manque de ressources, le manque d'expertise aussi fait que souvent, cette étape-là d'évaluation sommative, elle est réalisée de manière très superficielle. On va par exemple se fier à des indicateurs de réaction comme l'attention qui a été portée à la campagne ou le taux de rappel, la notoriété de la campagne, au lieu de se fier à des indicateurs de résultats en termes de changements comportementaux, sont beaucoup plus difficiles à évaluer. Mais évidemment, ça, la question de l'évaluation, la question de l'efficacité, des indicateurs d'efficacité, c'est un autre sujet, une autre question que d'aborder. Ça conclut ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour tout le monde. Désolé, je crois que c'est probablement remarqué que la qualité du vidéo, de l'audio était pas parfaite. Nous sommes très, très désolés. En fait, la vidéo fonctionnait bien lorsqu'on a testé, mais bon, la technologie, des fois, ça peut causer des problèmes. Donc, vu que la qualité du vidéo était bonne, on va voir si on ne peut pas rendre disponible la vidéo pour visionnement plus tard. Donc, on va vous tenir au courant par rapport à ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je crois que c'était la seule présentation préenregistrée lors de la conférence. Donc, on ne devrait pas avoir ce type de problème-là. Maintenant, nous allons voir notre troisième présentation. Elle va être faite par Mme Anne Lavaux, qui est déléguée générale à l'Association Prévention routière. Donc, à vous la parole, Mme Lavaux. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? J'espère que oui, le moment que nous allons passer ensemble va être plus confortable que le précédent. Donc moi, je suis Anne Lavaux, je suis déléguée générale de l'Association Prévention routière à Paris, en France. Et donc, cette association, qui est une ONG qui existe depuis plus de 70 ans, mène essentiellement des actions en présentiel, alors un peu moins depuis la crise sanitaire, mais néanmoins, l'année dernière, on a mené 12 000 opérations, actions auprès de jeunes, auprès de seniors, un peu moins dans les entreprises. En temps ordinaire, on mène à peu près 30 000, 35 000 actions. Donc, on est vraiment une association de terrain. On agit sur le terrain, mais pour bien agir sur le terrain et puis également pour bien communiquer et savoir quel type d'action il faut communiquer, eh bien, comme le disait un peu Étienne Krug tout à l'heure, on sait beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et on ne sait pas tout. Et donc, on a besoin d'aller chercher peut-être une autre façon, un autre regard à poser sur les comportements et les accidents. Et donc, l'association a créé le nouvel observatoire des risques routiers et de la mobilité. Et c'est de ce nouvel observatoire que je souhaiterais vous parler dans les minutes à venir. Donc, je vais essayer de passer à la slide suivante. Voilà. Donc, cet outil, en fait, c'est un outil que nous avons initié en 2017 en partant de la logique qui est la suivante, c'est-à-dire que l'essentiel de notre regard que nous portons sur la sécurité routière et sur la prévention routière vient de l'analyse que nous faisons des accidents. Et donc, il y a un moment, on s'est dit, on ne peut pas uniquement construire nos discours sur la base des données qui sont les données disponibles en France et qui nous remontent du ministère de l'Intérieur, donc des forces de l'ordre qui interviennent au moment des accidents, sachant qu'il y a beaucoup d'accidents de la circulation sur lesquels il n'y a pas d'intervention des forces de l'ordre et pour lesquels donc on n'a pas de données. Et donc on s'est dit, il faut partir du comportement pour arriver peut-être à l'accident, mais également
aux bons comportements qui sont les comportements d'éviction des accidents. Et donc, pour ça, on s'est dit, on arrive à un bon moment, on arrive à un moment où manipuler des données importantes, c'est possible avec les techniques du big data. C'est très cher, mais c'est possible. Et donc, on s'est dit, on va essayer d'identifier, d'analyser les risques routiers différemment. On va aller regarder comment se comportent réellement les Français et comment ils croient qu'ils se comportent, puisqu'on est parti d'une hypothèse, c'est que dans ce delta, dans cette différence entre voilà comment je crois me comporter et voilà comment je me comporte, eh bien, se niche finalement un certain terreau favorable aux accidents de la route. Et puis, on va essayer, grâce à ces résultats un peu inédits, d'expliquer, de convaincre et de mener des actions un peu plus innovantes, un peu différentes. Alors, pour ça, on a créé une communauté de Français qui sont volontaires, qui savent qu'ils sont volontaires pour une association, une ONG, et qui acceptent de télécharger sur leur téléphone une application. Ils la téléchargent, ils savent qu'on va reprendre tout un tas de données qui vont être alors anonymisées, etc., puisque en France, on est soumis à une réglementation très stricte par rapport à ces sujets-là. Donc, vous allez le voir, nos différents partenaires sont très au courant de tout ce qui est RGPD et tout ça est fait dans les règles. Et donc, on capte un certain nombre de données grâce au GPS, au gyroscope, à l'accéléromètre, etc. En fait, nos téléphones nous permettent de capter énormément de données de mobilité. Et puis, cette communauté, on les interroge régulièrement, on leur pose des questions, on leur soumet un certain nombre de sujets et on attend d'avoir leurs résultats. Et puis ensuite, on enrichit toutes ces données de données qui sont en open source, qui sont des données de météo, qui sont des données de calendrier, pour juste savoir si à 18h il fait jour ou à 18h il fait nuit, pour des données également concernant la cartographie, pour savoir sur quel type de réseau ces personnes circulent. Bref, on enrichit et on ajoute énormément de données qui vont nous éclairer sur la manière dont les Français se comportent au volant. Alors, pour faire tout ça, notre association, qui est une ONG et qui n'a pas énormément de finances, eh bien, elle est allée chercher un consortium avec à la fois des donateurs, à la fois des mécènes, à la fois des expertises techniques. Et donc, on s'est rencontrés tous les 5, puisqu'on est 5 autour de cette table. Donc, assurance prévention et non plus attitude prévention, puisque cette association a changé de nom, qui est l'association de prévention de la Fédération française de l'assurance, qui nous aide en termes de financement et qui promeut le dispositif. L'Institut des actuaires, parce que pour nous, c'était très important qu'il y ait une crédibilité très technique, très scientifique à notre travail, de manière à ce qu'on ne soit pas sujet à caution ou à interprétation. Opinionway, qui est un institut de sondage et qui justement commençait à travailler sur l'hybridation des données de manière à la fois travailler sur des sondages, mais pas uniquement sur la base de, vous savez, de ces fameux échantillons représentatifs d'une population, mais ils sont en train d'hybrider justement avec du Cali. Inetum, qui est une SS2I, qui, d'un point de vue RSE, s'est engagé à nos côtés en termes de mécènes pour nous mettre à disposition des développeurs, des data scientists qui nous ont permis de développer les algorithmes très spécifiques à notre sujet. Et donc, tout ça crée un comité de pilotage. On a des réunions à peu près 8 fois par an, de manière à déterminer à la fois les thématiques et puis surtout à travailler en mode projet, parce que ce dispositif est totalement inédit et on a quand même mis presque 2 ans avant de réussir à caler ne serait-ce que techniquement, le dispositif. Donc, voilà en gros ce qu'on récupère comme information. Donc, chaque panéliste nous donne des informations concernant son profil démographique, son état de santé, son véhicule, etc., ses expériences de conduite et tout ça. Comme c'est anonymisé, ils sont assez honnêtes dans la réalité de leur terrain. Et puis,
l'application, elle nous remonte des données qui sont parfaitement factuelles. Et donc, parallèlement à ça, vous allez le voir tout à l'heure, pour chaque thématique abordée, non seulement on va avoir cet éclairage des panélistes et de l'appli, mais on va faire en parallèle des sondages classiques auprès de 100% de la population, donc avec ces fameux échantillons représentatifs, et on saura comme ça voir quelle est la différence entre le comportement qui est remonté par nos éclaireurs et ce que croient faire les Français. Donc, à aujourd'hui, on a réussi à collecter des données qui représentent 177 000 heures de conduite. On a 3 600 000 kilomètres qui ont été analysés. Et donc, à chaque fois que nos éclaireurs utilisent leur téléphone pour leur déplacement, eh bien, on récupère un jeu de données par seconde. Et les jeux de données, c'est toutes les secondes, ça capte à la fois la donnée GPS, l'accéléromètre, la météo, enfin, etc. Toutes les données que je vous ai détaillées tout à l'heure. Alors, à quoi ça peut servir d'avoir un dispositif aussi impressionnant que je dois dire sans forfanterie, on est les seuls à avoir développé ça. Alors, en général, quand on dit on est les seuls, c'est soit on est les seuls fous à l'avoir développé, soit on est les seuls à s'être engagés dans quelque chose vraiment novateur. On ne sait jamais où est la ligne rouge dans ces cas-là. Donc, nous, à quoi ça nous sert? Je vais vous détailler là 3 sujets sur la dizaine de sujets que l'on a abordés et que nous présentons donc de façon très schématique sous forme d'infographie, que l'on pousse au niveau des médias, de manière à avoir des retombées médias, parce que c'est important aussi que ce travail-là soit valorisé et surtout qu'on puisse dire aux Français, passer aux Français un certain nombre de messages un peu différents par rapport à leur comportement routier. Donc là, j'ai pris l'exemple de la pause. Vous savez, en France, ça fait des années et des années qu'on dit toutes les 2 heures, la pause s'impose et il faudrait faire une pause de 20 minutes de manière à pouvoir vraiment récupérer, pouvoir reprendre le volant en toute sérénité. Et donc, on avait du déclaratif. Les Français nous répondaient à des sondages, soit faits par nous, soit faits par d'autres, et ils nous disaient, oui, on fait des pauses, on ne fait pas de pauses, etc. Et bien là, pour la première fois, on sait qu'effectivement, on a des Français qui font des pauses, mais on connaît exactement la durée de ces pauses. Ça, c'est la partie de droite. Et donc, vous voyez que les pauses sont un peu plus longues l'été que l'hiver et que la médiane est presque à 1/4 d'heure. Donc, finalement, ils font quand même des pauses qui ne sont pas juste « je fais le plein, je prends un café, je vais faire pipi et hop, je reprends le volant ». Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Et ça, pour nous, ça a été très intéressant. C'est que par rapport à cette injonction de sécurité routière, eh bien, ils en ressentent immédiatement un bénéfice. Et vous voyez, cette façon d'aborder le sujet de la pause, avec cette interrogation par rapport aux bénéfices ressentis et la réalité de cette pause, eh bien, nous, ça nous a permis de nous dire que finalement, il faut qu'on arrive à trouver des messages de prévention routière dont le bénéfice est immédiatement compréhensible et immédiatement capté par les gens. Quand vous faites, et on fait tout ça, des messages sur l'alcool, sur la vitesse, etc., on a une grande majorité des gens qui vont continuer à rouler vite et qui vont continuer à boire au volant et à conduire et qui ne vont pas avoir d'accident. Et donc, nos messages ne passent pas parce qu'on a beau dire les choses, leur comportement est à l'inverse du constat qui est celui que l'on fait. Et le constat du grand nombre et le constat de la statistique ne touche pas les gens. Alors que là, quand on arrive sur des sujets qui sont des sujets où le bien-être est ressenti immédiatement, eh bien vous avez une masse considérable de Français, en tout cas, qui se sont déclarés d'accord avec cette recommandation. Donc ça a été vraiment très instructif pour nous par rapport à la manière et à la typologie des messages qu'il faut faire passer. Alors, on a bien sûr utilisé notre nouvel observatoire des risques routiers et de la mobilité en sortie de Covid.
Et donc, on l'avait fait une première fois en 2020, on l'a refait en 2020, enfin en sortie de confinement, parce que sortie de Covid, malheureusement, je crois qu'on n'y est pas. Mais en France, on a eu 3 confinements, on espère échapper au 4e. Mais en tout cas, on a eu 2 confinements, un confinement l'été 2020 et printemps 2020 et printemps 2021. Et donc, on s'est dit, on va poser les mêmes questions aux Français par rapport à le changement de leur comportement de la mobilité après les confinements. Et à la fin du premier confinement, il était ressorti très clairement que les Français allaient davantage marcher, davantage utiliser leur vélo, davantage utiliser leur voiture et moins les transports en commun. 1 an plus tard, effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé et nous, on a pu le vérifier. Et effectivement, les Français marchent davantage, utilisent davantage des vélos. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est surtout dans les villes qui ont des métros, on se rend compte que le trafic, la mobilité est remontée en surface et qu'il y a beaucoup moins de gens dans les transports en commun, surtout quand ces transports en commun sont souterrains. Et donc, qu'est-ce que ça crée? Eh bien, ça crée une tension sur la circulation en surface et ça crée le sentiment de la plupart des Français, alors principalement des urbains, hein, donc les Parisiens, les Lyonnais, les Marseillais, les Toulousains, qu'il y a une densité, qu'il y a une espèce de frénésie de mobilité qui est très nouvelle par rapport à la période sanitaire. Donc là aussi, ça a été très instructif pour nous parce que ça veut dire que nos messages de prévention, il faut peut-être qu'ils changent et il faut peut-être qu'ils aillent davantage vers le partage de la route, le partage de l'espace, avec un accent à mettre en priorité sur les piétons, les cyclistes et le comportement qu'ils doivent avoir vis-à-vis, par exemple, des transports en commun ou par rapport à d'autres types de mobilité. Et puis très rapidement, pour finalement faire un petit rappel de la réalité de ce que sont les Français au volant, c'est l'année dernière au moment de l'automne, hein, quand les nuits commencent à être beaucoup plus longues et qu'au moment des sorties de bureau, sorties d'école, il fait nuit, on a interrogé les Français sur les feux, hein, et puis savoir si ils adaptent leur vitesse à la luminosité. Alors, ils disent effectivement qu'ils connaissent les règles, mais ça ne nous a absolument pas étonnés. Mais en revanche, ils ne diminuent absolument pas leur vitesse en fonction de la luminosité. Et même au contraire, vous le voyez dans la partie droite de cette infographie, que ce soit à la campagne ou en ville, ils ont même tendance un tout petit peu à accélérer quand il fait noir. Eh bien voilà, donc c'est typiquement la réalité des comportements versus un certain déclaratif qui pourrait être plus vertueux, eh bien nous, on a pu constater que ça n'est pas le cas et qu'ils n'allument pas forcément leur feu quand il fait nuit. Alors, en termes de communication, donc cette nouvelle connaissance que l'on peut avoir des comportements des Français au volant, eh bien, ça nous sert effectivement à avoir une stratégie relation presse un peu différente et assez intéressante, puisque au global, sur un peu moins de 2 ans de publication, on a eu 60 remontées médias. Et puis, c'est surtout que ça nous... voilà, 12 communiqués de presse, je cherchais le chiffre, il était à l'écran, mais c'est surtout que nous, ça nous aide dans la création de nos outils, la création de nos messages, à interpeller peut-être les Français un peu différemment, ou en tout cas à aller chercher des leviers qui sont peut-être inhabituels par rapport à la communication. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Excellent. Merci beaucoup, Madame Lavaux. Bon, je pense que vous pouvez rester en ligne ou rallumer votre caméra si vous voulez. Ça va être la période, voilà, ça va être la période de questions. Donc, c'est ça, avant de débuter, j'aurais juste vous rappeler d'utiliser l'onglet ou l'icône Q&A au bas du vidéo. Si vous avez des questions, j'en ai déjà reçu quelques-unes. C'est bien. On va vous laisser encore un petit peu de temps. J'aurais peut-être commencé avec une question peut-être pour vous deux. Donc,
Madame Lavaux, vous avez mentionné, il y a une approche, une analyse de données assez élaborée. Et puis, il y a beaucoup l'utilisation de statistiques ou de chiffres pour montrer dans vos campagnes. Est-ce que c'est quelque chose que, par exemple, la SAQ fait beaucoup et est-ce que c'est efficace d'utiliser justement des chiffres pour sensibiliser la population à un changement de comportement souhaité? La question est pour moi? Pour vous deux, en fait. Madame Lavaux, je ne sais pas si vous vouliez commencer. Alors, en fait, ces chiffres, ils nous servent davantage à essayer de capter l'attention des journalistes. Vous savez, moi, je suis une ancienne journaliste. Pendant 30 ans, j'ai été journaliste et je sais que c'est un métier qui est difficile. C'est un métier sur lequel on est très sollicité et on a besoin de se raccrocher à des choses très tangibles de manière ensuite à pouvoir éventuellement élaborer un sujet. Et donc, nous, cet aspect très chiffré et les infographies que je vous ai présentées, dans un premier temps, elles ne sont pas forcément destinées tout de suite au grand public, même si elles sont, vous pouvez les retrouver sur le site de l'association Prévention routière, mais leur objectif premier, c'est déjà d'essayer d'intéresser et de capter l'attention des journalistes. Et l'effet rebond, ensuite, est quand même assez spectaculaire parce que 60 retombées médias, ça veut dire que c'est à la fois des journaux qui sont très lus, hein, comme par exemple Le Parisien, Le Figaro, qui sont vraiment des gros tirages en France. Et quand vous avez des reportages sur des chaînes qui sont des chaînes de grande écoute, aussi, ça a une efficacité. Donc, le chiffre directement auprès du public, pas forcément. Le chiffre pour capter l'attention des médias et qui sont le relais indispensable de notre cause, là, ça marche. Ça, c'est efficace. OK, ça va. Est-ce que vous pourriez arrêter le partage d'écran, Madame Lavaux? Je crois qu'on... Oui. Donc, est-ce que vous vouliez élaborer un petit peu un brassard sur l'utilisation oui, sur l'utilisation de données, ben nous, évidemment, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on utilise énormément dans nos campagnes, mais on les utilise beaucoup en amont quand on fait nos stratégies, quand on veut aller vraiment voir qui sont nos clientèles cibles, où est-ce qu'ils sont sur le réseau, à quelle heure ces accidents-là se passent, est-ce qu'on a une surreprésentation masculine, féminine, de jeunes, tu sais. On a énormément de données sur lesquelles on se base pour établir nos stratégies. Entre autres, j'en ai parlé un peu, mais le bilan routier, toutes les données statistiques qui nous viennent des plans d'action qui découlent de la stratégie, les statistiques de nos campagnes précédentes. Donc, on a énormément de chiffres qui nous servent vraiment dans notre réflexion. Mais une fois que nos campagnes sont élaborées, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on met de l'avant, nous non plus, dans le contenu ou quelque chose comme ça. Là. OK. La petite question par rapport à l'utilisation, parce que dans le fond, les stratégies que vous utilisez sont principalement pour sensibiliser le public. Mais vous avez donné un exemple, Mme Lavaux, par rapport au fait que il y avait vous avez réalisé qu'il y aurait des impacts bénéfices pour la sécurité si les gens changeaient de mode ou allaient plutôt vers devenaient des piétons ou utilisaient les modes de transport actifs. Donc ça, c'est des changements pour pousser les gens à aller vers ces modes-là. Il faut que les aménagements ou l'environnement routier puisse accommoder ces déplacements-là. Est-ce qu'il y a aussi une espèce de lobbying qui est fait auprès des municipalités pour justement pousser pour, aménager plus de pistes cyclables? Bien vraiment, vos campagnes, c'est pour le public, pour les sensibiliser à divers enjeux. Alors, on a plusieurs, comme toutes les associations qui sont sur ce sujet-là, on fait feu de tout bois. Donc, non seulement on essaye de sensibiliser directement les usagers, mais également d'aller chercher les élus et le législateur. Voilà, à tous les niveaux, on essaye de faire ce que vous appelez du lobby ou de l'information. Et donc, des actions que l'on peut mener aujourd'hui suite au constat qui est qu'effectivement, dans les rues, vous avez plus de trottinettes, de cyclistes, de piétons, de voitures, etc. Ces actions-là, on les mène auprès des élus
Et on a créé un label qui s'appelle Ville prudente et qui est décliné pour les communes plus petites en village prudent. Et là, on vient labelliser les équipes municipales qui mènent des actions de prévention de risques routiers à tous les niveaux, que ce soit au niveau de leurs infrastructures, au niveau de l'éducation, mais à la fois des enfants, mais également des seniors, des entreprises et du personnel municipal, parce qu'on part du principe que ceux qui doivent être exemplaires, ce sont les employés des communes, mais on met aussi dedans la manière dont la commune gère ses infrastructures, dont la commune va chercher l'info ou créer l'info sur son accidentalité. Donc, c'est vraiment un label qui englobe l'intégralité à 360 degrés, l'intégralité de la sécurité routière et qui vient valoriser les communes qui agissent dans ce sens. À aujourd'hui, on a labellisé 249 communes, on espère en labelliser 100 cette année. Et on est en train d'organiser un colloque au niveau du Sénat, donc la chambre haute du législateur en France, de manière à impulser justement tous ces changements et à bien remettre à l'esprit que ces changements, ils vont être durables et qu'il ne faut pas les traiter uniquement avec des infrastructures qui vont être éphémères. Il faut vraiment réfléchir ces changements dans la durée. OK, super. Est-ce qu'il y a aussi le même effort qui est fait par la SAC dans le sens de essayer de faire accélérer, ou bien d'avoir les municipalités accélérer le type d'aménagement qu'ils installent ou qu'ils aménagent pour changer le comportement de l'usager? C'est pas vraiment partie de notre mandat. C'est pour vous, Catherine. Pardon, je m'excuse. Ah non, OK. Je me demandais si vous aviez le même type d'approche aussi pour aller sensibiliser les municipalités en plus du public, ou bien c'est vraiment le public… Excusez, pardon, c'est parce que nous, en termes d'aménagement aménagement routier, c'est pas géré par la Société d'assurance automobile, c'est géré par le ministère des Transports. Oui, OK. Question venant du public, pour vous, Mme Brassard. Donc, est-ce que vous savez s'il y a eu un effort pour tenter de partager vos produits de communication avec des partenaires dans des autres provinces pour sensibiliser toutes nos communautés francophones hors du Québec? Des efforts de sensibilisation, je pense pas qu'on pourrait dire des efforts parce que, de un, la société là, vraiment agit sur le territoire québécois, mais aussi parce que quand on développe nos produits, on les fait vraiment par rapport à l'analyse de données qu'on en fait de notre territoire sur nos clientèles et tout ça. Donc, c'est sûr que moi, je pourrais pas garantir que le produit que je développe pour le territoire québécois va être efficace aussi pour une clientèle sur lequel j'ai pas de données dans un territoire que je ne maîtrise pas. Mais c'est certain qu'on encourage, si les produits qu'on développe sont intéressants aussi pour d'autres communautés francophones ailleurs, et on n'a pas de problème à ce que ce soit réutilisé. Entre autres, je pense aux vidéos médias sociaux dont je vous ai parlé au début avec les lignes de passage piéton qui se relevaient. Ça a été partagé énormément sur les médias sociaux, entre autres à l'international aussi. Donc, on n'a pas de problème à ce que ce soit réutilisé. Ce qui nous bloque un peu, c'est que nous, on paye des frais de talent aussi sur les produits qu'on développe la majorité du temps. Donc, nous, on paye ces frais-là pour une certaine période. Si il y a des organismes qui sont intéressés à repartager les produits une fois que nous, on a terminé de payer les frais de talent, il faut les repayer. Donc, on a ça aussi à regarder avec les organisations qui voudraient partager nos produits. Mais c'est pas quelque chose qui est impossible du tout. Il n'y a pas des frais de talent sur l'ensemble des produits qu'on développe non plus. Donc, je ne sais pas si on peut dire qu'on fait des efforts de promotion à l'extérieur du Québec, mais on n'est pas fermé du tout à partager les produits qu'on développe. Je pense que j'ai pas eu le temps de le dire dans ma présentation, mais l'ensemble des produits, des campagnes de sensibilisation développées par la société depuis le début des années 2000 est disponible sur notre site web. Donc, si jamais il y a de l'intérêt là, sur les produits de sécurité routière, vous pouvez tous aller les consulter là, sur le site web de la société depuis une vingtaine d'années à peu près. Là. Parfait. Une question pour Mme Lavaux. Donc, est-ce que l'application est utilisée uniquement pour les déplacements automobiles ou est-ce que les déplacements à pied et à vélo sont analysés également?
Et sinon, pourquoi? Et pensez-vous les intégrer par la suite? Alors ça, je suis très contente de cette question parce que ça veut dire que je ne suis pas la seule douce rêveuse et qu'il y a d'autres rêveurs parmi nous. Effectivement, on a demandé à notre mécène, donc, qui nous développe tous ces algorithmes de façon gracieuse, de penser aux autres modes de déplacement. Et donc, c'est en projet, mais c'est un projet qui est financièrement assez lourd. Et aujourd'hui, l'association est en recherche de nouveaux sponsors financiers pour effectivement compléter ce travail et pouvoir le mettre en multimodal, parce que là, on aura vraiment des enseignements incroyables, puisqu'on aura la réalité des comportements des gens qui sont multimodaux. Nous, notre association, elle part du postulat que plus on est multimodal, plus on sait se mettre à la place de l'autre et plus on est doué dans le partage de la route vertueux. Mais ça, c'est un postulat, c'est ce qu'on intuite. Et donc, si on avait cette appli avec l'ensemble des modes de déplacement et que nos éclaireurs nous remontent des données sur cette multimodalité, eh bien, on pourrait vraiment avoir la démonstration de ça. OK. Peut-être pour une dernière question, on va rester avec vous, Mme Lavaux. Une question par rapport aux éclaireurs, de quelle façon ils sont recrutés? Et puis, sont-ils autant des conducteurs prudents ou à risque, ou est-ce qu'il y a une espèce de processus de sélection qui est fait à ce niveau-là? Alors, nos recruteurs, nos éclaireurs, ils sont recrutés par la société Opinionway, qui est donc un institut de sondage qui a l'habitude de travailler les panels. Et donc, nos éclaireurs sont à la fois recrutés, mais aussi animés, puisque c'est une communauté. Donc, cet institut de sondage, il anime cette communauté en posant des questions, en faisant un certain nombre même d'incentives, de manière à toujours les inciter à rester avec nous. Donc, si vous voulez, il y a le même biais qui est le biais de tout panel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes engagé dans un panel, c'est que quelque part, vous y trouvez un intérêt, que ce soit un intérêt intellectuel, puisque en fait, on alimente aussi chacun des éclaireurs de données sur son propre comportement de conduite. Donc, il a un intérêt pour lui-même parce qu'il apprend sur son comportement, mais il n'empêche qu'on a une diversité. Après, ça n'est pas un panel représentatif de la population française, donc on n'a pas la représentation de 18 ans à 80 ans, rural, urbain, etc. On prend quand même les données qui sont celles qui nous sont remontées. Voilà, donc c'est effectivement un petit peu les limites de l'exercice, mais avec les plus de 3 700 000 kilomètres parcourus, on commence à avoir une masse de données suffisamment importante pour aujourd'hui corriger ce biais qui est un biais d'étude. Excellent. Et merci à vous deux, mais à vous trois en fait. Madame Daigneault n'a pas pu assister, mais c'était très intéressant. Je voudrais également remercier à tous ceux qui ont assisté à la présentation. En guise de conclusion, 2 éléments un peu plus techniques. On vous invite à jouer au jeu Gamification. Vous pouvez avoir accès sur la plateforme Feedloop. Puis par la suite, après cette session-ci, il y a un événement carrière. Donc, pour les étudiants ou jeunes professionnels, si vous voulez en savoir plus sur des opportunités par rapport à différentes carrières qu'on peut avoir en sécurité routière. Donc, je vous invite à participer. Donc, merci à tous. Puis, bonne conférence. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.